Génération Éco. Bonjour à toutes et à tous, internautes et auditeurs de la planète Éco. Sans financement, nous ne pouvons pas faire d'actes écologiques et environnementaux. Que ce soit pour le climat, la biodiversité, les océans ou même des actions sociétales, il est nécessaire de trouver de l'argent. Mais comment trouver du financement ? Pour en parler, j'ai reçu Sébastien Lecaux, fondateur et CIO du Pacte. Bonjour Sébastien. Bonjour Yves. Qu'est-ce que le Pacte en fait ? Dites-moi tout. C'est une bonne question. Alors le Pacte, c'est un dispositif relativement innovant, en tout cas c'est comme ça qu'on l'a imaginé, pour permettre aux entreprises de toute taille, de tout format, de pouvoir contribuer à la transition environnementale. Est-ce que c'est un acronyme ? Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ouais, le Pacte, c'est un acronyme. Alors, on a un site internet qui s'appelle lepacte.org. Et le Pacte, en fait, c'est l'acronyme du programme d'accélération à la contribution à la transition environnementale des entreprises. Et alors, est-ce que vous pouvez rentrer justement un peu plus dans le détail ? Absolument. Alors, le Pacte, c'est en fait un dispositif qui va permettre aux entreprises de trouver des moyens, donc comme je le disais tout à l'heure, innovants pour collecter des fonds avec lesquels donc on va mettre en commun dans un gros cochon mutualisé et avec lesquels on va financer des projets qui vont avoir un impact vertueux sur le climat, sur la biodiversité, sur les océans et sur les programmes sociétaux qui accompagnent ces enjeux-là. Ok. Est-ce qu'on peut dire que c'est un lien avec Time for the Planet, par exemple ? Alors, ça n'a pas de lien direct avec Time for the Planet, mais Time for the Planet peut être un bénéficiaire des fonds qui vont être collectés par le Pacte sur le volet climatique. En fait, d'accord. L'idée, contrairement à ce que fait Time for the Planet, qui est centré uniquement sur les sujets climatiques, l'idée là, pour nous, c'est d'être un petit peu plus large, un petit peu plus englobant, de ne pas rester dans ce qu'on appelle l'effet tunnel du carbone, où on met toute notre énergie uniquement sur la partie carbone et climat, et où on laisserait de côté toutes les problématiques liées à la biodiversité notamment, ou à nos océans qui sont véritablement en souffrance. Donc ce que l'on veut à travers cette démarche, c'est avoir une répartition un petit peu homogène dans la mesure du possible, des fonds qui vont être collectés pour les reventiler sur des associations ou des organisations, on va dire au sens large, qui luttent chacun dans un domaine particulier. Donc, sur le papier, dans l'absolu, le climat, c'est 25% des fonds qui seraient collectés. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours avant cette création du Pacte ? Oui, bien sûr. Alors moi, je ne viens pas du tout du monde de l'environnement. Moi, je suis issu du monde de l'informatique. 25 ans d'expertise dans les infrastructures informatiques, donc les data centers et tout ce qu'on met à l'intérieur, les réseaux, les serveurs, le stockage, toute la matérialité en fait de l'informatique. C'est ce qui a été mon domaine d'expertise depuis, on va dire, un petit peu avant le début des années 2000. J'ai eu l'occasion, à travers ces presque 25 ans maintenant de pratique, de travailler sur des très gros projets, en fait. J'ai beaucoup travaillé dans les banques et les grandes industries. Je travaillais auprès des grands comptes, comme on dit, qui avaient beaucoup d'argent à mettre dans ces infrastructures, puisque c'est leurs usines, évidemment, la plupart d'entre elles étant dans le tertiaire. C'est leurs usines contemporaines. Et donc, j'ai participé à beaucoup de très, très gros projets, beaucoup de projets d'optimisation, beaucoup de projets d'acquisition, c'est-à-dire j'ai mené beaucoup de projets d'achat de ces infrastructures qui se chiffraient en millions ou en millions, ou en dizaines de millions, voire plus parfois. Et ça a une incidence dans mon parcours et dans la création du Pacte. Et j'ai terminé ces derniers temps en travaillant autour des sujets dits de numérique responsable, de Green IT, avec entre autres pilotage de programmes de numérique responsable et puis également de conduite de projets de mesure d'impact environnemental chez les grands comptes. Donc on déploie des outils pour mesurer les activités opérationnelles et pouvoir avoir des KPI sur comment on détruit ou pas trop vite, si possible, la planète. Ouais, justement, j'allais vous poser la question si vous êtes au fait du numérique responsable, parce qu'il y a un vrai lien du coup là entre votre vie d'avant professionnelle
professionnelle et votre vie professionnelle maintenant. Absolument. Est-ce que vous participez à des fresques ou est-ce que vous faites de la sensibilisation aussi Alors, complètement. En fait, le numérique responsable, ça a été presque un aboutissement naturel de mon engagement environnemental. C'est-à-dire qu'à un moment, effectivement, ça fait maintenant une petite dizaine d'années que je commence à être très, très sensibilisé à la cause. Je pense qu'aux environs des années, je sais pas, 2015-16, j'ai commencé à découvrir Jean Covici et à suivre ses cours à Centrale et à me dire oula, il y a un truc qui cloche, il y a un truc sérieux quand même derrière ce que dit cette personne. Donc j'ai beaucoup creusé les sujets. Et puis effectivement, quand on met tout ça en perspective, à un moment on se dit ok, moi je travaille dans un domaine qui est extrêmement impactant. En fait, et en effet, les sujets d'acculturation, quels qu'ils soient et quels qu'en soient les domaines, sont juste clés, puisqu'on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas l'ampleur des problématiques qui sont face à nous. Donc, j'ai effectivement j'ai investi mon énergie aussi dans ces sujets d'acculturation, c'est-à-dire que je suis aussi formateur des fresques, des ateliers d'automne, des ateliers des fresques donc du climat, du numérique responsable, etc. Toutes ces choses-là. Et puis j'ai également créé des ateliers, moi aussi, que d'ailleurs on dispense dans le cadre du pacte, pour contribuer à l'accélération en fait de la prise de conscience, parce que un des constats qu'on peut faire quand on travaille autour de ces ateliers d'acculturation, c'est que c'est fantastique d'efficacité en fait, et pour aider chacun véritablement à s'approprier la problématique. Mais quand on veut convertir une entreprise entière de plusieurs milliers de personnes, c'est extrêmement complexe. En fait, ce sont des formats qui sont très difficilement adaptables à grosse échelle dans le monde de l'entreprise, puisqu'une fresque, c'est 3 heures, un animateur pour une quinzaine de personnes au maximum. Donc, c'est compliqué. Quand on emmène ça en entreprise, c'est 1 500 € la fresque qu'on doit à l'association. Donc là, je me suis dit, mince, alors il y a des entreprises qui le font, qui forment des armées de formateurs en interne pour aller évangéliser, et c'est super, hein, quand elles le font, mais il n'y en a quand même pas beaucoup qui font ça. Donc je me suis dit, mince, il nous faut un format qui soit un petit peu plus efficace en fait du point de vue de la sensibilisation. Donc moi j'ai adapté des ateliers dont le principe c'est de repartir un peu des fresques en réalité, mais de faire ça sur des formats plus courts, 1h30, et puis de les faire en ligne, c'est-à-dire sans limite de participants en fait, si ce n'est la limite technique d'un Teams, 1000 personnes. Donc on peut vite former beaucoup plus de personnes avec ce type d'atelier. Ça marche très bien. Aujourd'hui on en a 3, sur le climat, sur le carbone, sur le numérique. On en a en préparation sur l'eau, sur la biodiversité, et c'est j'ai déjà plusieurs milliers de personnes qui sont passées dedans. Ça marche très très bien en fait. Alors, sur votre site web, il y a une photo où vous êtes dessus, bien évidemment, vous présentez, et il y a écrit « Né à 330 ppm ». Qu'est-ce que ça signifie ? Alors, c'est effectivement, c'est une photo qui est tirée d'un programme qui a été lancé par Marie-Lou Mauricio, qu'on trouve sur LinkedIn, qui a fait beaucoup de ces photos. Donc en fait, elle réserve un studio, et puis les gens qui sont un petit peu sensibilisés à la cause environnementale peuvent venir passer sous son objectif. Et lorsqu'on arrive, en fait, elle nous demande notre année de naissance, et elle inscrit sur la partie du corps que l'on choisit quelle était la concentration en CO2 dans l'atmosphère de notre année de naissance. Donc moi, je suis né à 330 ppm, voilà, donc 1974. et en fait, c'est un programme photo qui est assez intéressant parce qu'il permet véritablement de mettre en perspective l'évolution de la concentration CO2 dans l'atmosphère qu'il y a eu depuis notre année de naissance. Et on est à peu près à 420, 422 aujourd'hui. Voilà, je suis né à 330. C'était il n'y a pas si longtemps que ça quand même. Et donc, ça permet effectivement d'avoir cette prise de conscience que la courbe de concentration de CO2, elle est véritablement en train d'exploser aujourd'hui. Et donc, voilà, c'est un très beau projet artistique que j'ai souhaité pouvoir aussi mettre en évidence sur le site. Ouais. Complètement. Je découvre et j'irai voir de ce pas faut la suivre, son travail. Top, ouais. Alors, vous avez aussi, sur votre site, je trouve qu'il est vraiment bien fait et fun aussi quelque part, parce que si on regarde, si on fouille un petit peu, vous avez un kit de publication après pour les réseaux sociaux, et ça reprend justement les codes de films célèbres. Alors pourquoi avoir choisi ce type de communication ? Vous êtes un peu geek, non ? Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, il faut
il faut qu'on emmène un public très large dans la transformation de notre modèle de société, dans la transition environnementale. Ça ne peut pas être l'affaire juste de quelques-uns. Il faut que tout le monde puisse agir d'une manière ou d'une autre. Et en fait, dans la manière d'agir, il y a plein de leviers qui sont activables. Il y a des gens qui vont militer, qui vont s'enchaîner sur une autoroute ou un filet de tennis à Roland-Garros, ou qui vont jeter de la soupe sur une vitre d'un tableau. Et quoi qu'on en pense, ce sont des gens qui font preuve d'un courage absolument remarquable. Oui. Donc on a ce type d'engagement-là. On a des gens qui, comme moi ou comme d'autres, vont essayer par la voie de l'entrepreneuriat d'apporter des solutions. Et puis on a des gens qui ont envie de faire et qui ne savent pas quel levier en fait ils peuvent activer. Et simplement, ce qu'on leur propose, c'est de mettre en évidence leur pouvoir à eux, qui est de pouvoir, à minima, parler de ce qui se fait de bien autour d'eux dans leur réseau. Et plutôt que de le faire d'une manière un peu rébarbative, on s'est quand même dit que si on pouvait le faire avec des kits de communication plutôt sympas qui permettent de sourire, il y a un côté qui est plus facile aussi pour celui qui porte le message et qui le relaie. C'est d'une part déjà des propres kits qu'on utilise nous-mêmes sur les réseaux sociaux, et puis si on les met à disposition de quelqu'un, c'est quand même vachement plus sympa. Si on prend une image qui fait un peu sourire pour l'envoyer à quelqu'un en disant tiens, regarde ce que j'ai découvert, c'est fun, et en plus ça fait plutôt du sens que si c'est un message plus anxiogène, dont les gens ont plutôt tendance à vouloir s'écarter. Complètement, tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler d'actions concrètes que vous avez mis en place, Sébastien ? Oui. Alors en fait, le pacte, concrètement, aujourd'hui, c'est 4 dispositifs qu'on propose aux entreprises. Et ce qui est important de comprendre, c'est que les entreprises ciblées sont véritablement des entreprises de toute taille. C'est essentiel parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on parle de transition environnementale, on pense surtout RSE. On pense donc grandes entreprises qui sont dotées d'équipes RSE la plupart du temps et qui ont des budgets à consacrer à ça. Et alors c'est bien, sauf que la réalité des choses, c'est que souvent les équipes RSE sont un peu prises entre le marteau et l'enclume, entre ce qu'elles aimeraient faire changer et puis la réalité de la pression mise par les actionnaires derrière qui freinent quand même des quatre fers sur le changement en question. Et donc, on a ces grandes entreprises d'un côté, et puis on a tout le reste du tissu économique, en allant des ETI jusqu'aux indépendants derrière, qui sont aussi... qui se sentent tout autant concernés par le sujet, mais qui n'ont pas toujours les moyens opérationnels en fait, de travailler à leur transformation, sachant que leur transformation, en fait, ça passe par tellement de sujets différents. Ça passe par leur propre décarbonation, qui est quelque chose qui n'est pas simple. Quand on est un patron d'une boîte industrielle en France, quand on vous dit décarbonation, ça veut dire repenser possiblement son business model de fond en comble. C'est quand même une sacrée gageure. Donc c'est aller challenger ses fournisseurs pour essayer d'avoir des matières premières un peu moins carbonées. Et puis c'est réfléchir à comment est-ce que je transforme mon entreprise entre aujourd'hui et 2030 ou 2050, sachant que j'ai 45 personnes derrière à nourrir et qu'elles dépendent quand même globalement de moi, et toute leur famille dépendent de ce qu'on fait aujourd'hui. Tout à fait. Donc ça, c'est quand même une sacrée gageure, et c'est exactement là que les pouvoirs publics sont complètement défaillants, en fait, aujourd'hui, puisqu'ils n'accompagnent pas cette transformation. Et donc, ce qu'on a souhaité faire, c'est pouvoir mettre à disposition de ces différentes entreprises des leviers qui sont directement activables. Aujourd'hui, alors, bien évidemment, ça ne les exonère pas de réfléchir à leur transformation de fond, leur transformation systémique, qui devra peut-être pour certains d'entre eux intervenir d'une manière ou d'une autre, malheureusement. Mais si dès aujourd'hui, en fait, l'entreprise elle souhaite agir de manière très concrète en faveur du climat et devenir régénérative d'une manière ou d'une autre, eh bien, il y a des moyens de le faire. Et c'est ça qu'on leur propose. Donc, on leur propose quatre dispositifs. Le premier, ça s'appelle l'arrondi. L'arrondi sur facture, c'est le même qu'on trouve à la caisse du supermarché. Et donc, merci au Microdon de nous avoir ramené cet arrondi en caisse. Voilà, je me souviens d'avoir entendu un TEDx de Pierre-Emmanuel Granger, fondateur du Microdon, il y a peut-être une dizaine d'années de ça. Il expliquait qu'il avait ramené ça, je crois, du Mexique, dans un de ses voyages. Il avait vu ça. Il nous a ramené ce concept en France. Et aujourd'hui, tout le monde, dans le B2C et dans le commerce, connaît ce concept-là. Et on se dit, mais c'est quand même absurde qu'on ne soit pas capable de faire quelque chose de similaire dans le B2B. En fait, les volumes,
les volumes de transactions, c'est là qu'ils sont en fait dans le B2B. Et ça fait le lien avec ce que j'évoquais tout à l'heure de par mon passé. En réalité, c'est que moi j'ai fait quelques années donc de négociation d'achat sur des marchés importants. Et quand on négocie des dossiers qui se comptent en millions d'euros, voire même en centaines de milliers d'euros, simplement, et qu'on est un négociateur pas trop mauvais, on arrive souvent à obtenir quand même des rabais conséquents au moment d'octroyer un marché. Et là, je me suis dit, mais si la touche finale à ces négociations, ça pouvait être simplement d'inciter les fournisseurs à mettre un petit quelque chose dans un pot commun qui fait du sens, tout simplement, on serait tous gagnants. Moi, en tant que négociateur, qu'acheteur, j'aurais fait preuve d'un pouvoir d'influence qui est en réalité favorable à la société. J'aurais fait mon métier tel que je sais le faire, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de me transformer, juste je fais mon métier, et ce métier, en fait, il profite à tous. Et le fournisseur, on parle de choses qui se comptent entre 0,5 et 1%, un arrondi. C'est quelque chose de complètement indolore, en fait, dans un marché, en général. Et donc, là, je me suis dit, OK, il faut qu'on construise des offres qui permettent ça. Donc, cet arrondi, en fait, nous, on le décline de deux manières. Donc, l'arrondi sur facture que je viens d'évoquer, là, c'est finalement une entreprise qui va décider d'elle-même de rajouter en bas de ses factures, quand elle fait une proposition à un client, eh bien, c'est arrondi. Donc, certaines entreprises le font déjà. Aujourd'hui, je crois que la SNCF le fait déjà sur certaines de ses offres, par exemple. Et finalement, là, la méthode, c'est la même que celle d'une collecte de TVA. En réalité, le fournisseur rajoute simplement une petite ligne dans son catalogue de produits, arrondi, et puis en fin de mois, on fait un bilan de combien d'arrondis il a vendu sur le mois, et puis on collecte ce résultat-là. Et puis, il y a l'offre miroir, qu'on appelle les achats à impact. C'est en fait, alors celle-ci est réservée plutôt aux grands comptes, pour le coup. C'est en fait celle qui nous permet de dire, eh bien voilà, vous êtes des acheteurs et vous négociez beaucoup de contrats, et des contrats où, plusieurs centaines de millions d'euros de contrats chaque année. Eh bien, nous, ce qu'on vous propose, c'est de justement mettre votre pouvoir d'influence au service du bien commun. Donc là, cette fois-ci, c'est l'acheteur qui demande à son fournisseur d'aller verser dans ce pot commun. Chose qu'aujourd'hui, les grandes entreprises ne peuvent pas faire en interne. Ça leur est très compliqué de dire vous allez verser en plus 5 000 euros dans notre fonds de dotation. Là, c'est pas trop déontologiquement possible. Donc, il faut un tiers un peu impartial, un peu de confiance externe qui propose un dispositif pour faire ça. Et donc, c'est ce que l'on propose. Donc, on a ces deux premiers dispositifs, l'arrondi sur vente et les achats à impact. Et puis, on a également deux dispositifs complémentaires. Alors, on en a un qui s'adresse plutôt aux entreprises qui ne sont pas cotées en bourse et qui n'ont pas toute une kyrielle d'actionnaires qui attendent des rendements faramineux derrière, mais donc toutes les entreprises qui sont détenues, on va dire, par leurs dirigeants. Eh bien, c'est le dividende environnemental. Donc, le dividende environnemental, c'est en fait ni plus ni moins que ce qui a été réalisé en ce début d'année par la Massif, par le Crédit Mutuel Alliance Fédérale, qui disent, eh bien, dorénavant, nous, on va sanctuariser 5%, 10% de nos bénéfices annuels au profit de la planète et de l'environnement. Et c'est ce qu'on leur propose à travers ce dispositif-là. Vous êtes patron d'entreprise, vous n'avez pas de fonds de dotation interne, vous n'avez pas les outils en fait, qui vous permettent de faire ça. OK, fine. Vous avez juste à vous connecter sur la plateforme et nous, on va le gérer pour vous. Vous prenez un engagement 5%, 10%, c'est vous qui décidez, en fait. Et c'est indexé sur vos résultats, sur vos bénéfices. Donc, ce qui veut dire que les mauvaises années, vous n'avez rien à distribuer. Et les bonnes années, vous distribuez un peu plus. Et on se charge, en fin d'année, de la collecte et de toute la partie administrative qui va bien. Donc, ça, c'était le troisième dispositif. Et on en a donc un quatrième. Et le quatrième dispositif, alors lui aussi se veut un peu innovant, s'appelle la Prime Planète. Et donc, ça, c'est un dispositif qui a vocation à venir compléter des dispositifs alors j'allais dire en anglais d'incentive, mais de motivation pour le collectif ou individuel d'ailleurs, dans les entreprises, pour répondre à deux objectifs. C'est la quête de sens des salariés.
qui est aujourd'hui de plus en plus manifeste et avec lesquels beaucoup d'entreprises commencent à avoir un petit peu de mal à agir. Alors des salariés ou des futurs recrues d'ailleurs, parce que ça vient aussi beaucoup dans les entretiens d'embauche. Donc la Prime Planet, c'est ça, c'est finalement comment est-ce que je permets à mes salariés d'avoir un objectif qui fait du sens. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, un manager, une entreprise, elle va décider de mettre en jeu une somme d'argent qui sera reversée dans notre petit cochon mutualisé, là toujours, sur atteinte d'objectifs. En fait, sur atteinte d'objectifs ou individuels ou collectifs. Et donc, alors évidemment, ça ne vient pas remplacer une prime financière à côté, ça ne vient pas se substituer à une prime financière, ça vient vraiment compléter ces dispositifs-là. Et simplement, ça donne du sens en plus à une démarche qui peut être une démarche collective. Et d'ailleurs, ça peut être des objectifs... voilà, comme je disais, individuel ou collectif sur objectif, mais ça peut être aussi à l'occasion d'un événement, l'anniversaire d'une boîte ou je ne sais quoi. On peut dire, c'est un événement particulier. Et bien, pour fêter, entre guillemets, quelque part cet événement, on va mettre 10 000 € sur ce dispositif-là qui vont contribuer ensuite à venir financer des dispositifs à impact. Et on sait concrètement derrière la quote-part finalement de ce qui a été financé par l'entreprise. Et nous, on met à disposition derrière un portail, en fait, qui permet alors aux entreprises d'être autonomes dans leur gestion de ces différents dispositifs, et puis aux bénéficiaires d'une Prime Planet, par exemple, d'avoir sur son compte individuel, de pouvoir voir concrètement ce qui a été versé, si effectivement les sommes ont bien été versées ou pas par l'entreprise derrière, et puis d'avoir une idée ensuite de l'affectation de ces fonds et de ce qui en est fait. Pour l'instant, on ne propose pas encore la possibilité pour tout un chacun de choisir l'affectation des fonds. Ça viendra vraisemblablement à courte échéance, mais à minima de savoir dans quoi est-ce que les fonds ont été investis et à quoi finalement leur travail a pu contribuer. J'ai une question récurrente que je pose à tous mes invités, c'est est-ce que vous pensez que les futures générations auront une fibre un peu écologique, éco-responsable, Alors, j'aurais envie de répondre oui à ça, et je pense que oui, mais peut-être pas autant que ce que j'aimerais sur le sujet. C'est-à-dire que je vois avec mes propres enfants le parfait contre-exemple de ce qu'on pourrait imaginer. C'est-à-dire que moi, j'ai des enfants qui sont un peu grands, 25, 20 et 17. Et donc, ils connaissent évidemment mon engagement sur le sujet. Et pour autant, je ne vois pas chez eux la manifestation d'un engagement aussi marqué qu'auprès d'autres jeunes. Donc en fait, je pense que c'est un sujet qui est bien plus complexe que ce qu'on pourrait imaginer. Je pense que c'est pas qu'un sujet générationnel. Je pense que chacun en est aussi à un moment de sa vie face à des problématiques qui sont prioritaires pour lui à cet instant-là, ce qui ne veut pas dire qu'il ne bougera pas par rapport à ça. Et dès lors que cet objectif prioritaire n'est pas satisfait, tout le reste passe un peu au second plan, quoi. Et c'est un petit peu la difficulté face à laquelle on est collectivement qu'on doit faire face, fin du monde versus fin du mois, voilà. Et finalement, je vois avec mes enfants que c'est exactement la même chose, quoi. Moi, j'ai un fils de 20 ans dont le seul objectif est de réussir à vendre ses prestations de coaching sportif et finalement, si finalement the place to be pour réseauter en ce moment c'est d'aller à Bali parce que c'est là que sont les influenceurs sur le sujet, il prend l'avion pour aller à Bali et j'ai beau lui expliquer que il y a peut-être mieux à faire que de prendre l'avion pour faire ça, il le fait quand même parce que son objectif
prioritaire, c'est de créer son réseau professionnel, etc. Et je ne peux pas lui jeter la pierre, en fait. C'est évident qu'à un instant, chacun a un objectif qu'il doit satisfaire. Et c'est la pyramide de Maslow. Hein, tant que les besoins primaires sont pas satisfaits, on ne peut pas monter les échelons. Et ben, je pense qu'avec la jeunesse, on en est aussi un peu là. Donc, tant mieux. On a des jeunes qui sont hyper engagés, qui sont hyper moteurs. Moi, il y a d'ailleurs un truc qui me fait un peu sourire, c'est que il y a même de plus en plus de jeunes qui se regroupent entre eux. Là, on voit beaucoup les 30 under 30, voilà, tous ces jeunes qui font un peu bouger le monde et qui d'ailleurs, de manière un petit peu rigolote, ont tendance à laisser les vieux comme nous là de côté, alors que bon, je pense qu'on pourrait tous globalement être pas mal complémentaires. Mais voilà, je pense qu'effectivement, quel que soit l'âge, en fait, on est tous face à une problématique à un instant T, et c'est notre responsabilité collective d'aller chercher chacun là où il est pour le mettre en face justement de cette réalité environnementale et l'aider à évoluer. Et j'ai vraiment le sentiment que c'est pas qu'une question d'âge. Complètement d'accord. Comment peut-on apporter sa pierre à cet édifice collectif qu'est le pacte ? Alors, c'est plutôt simple. Aujourd'hui, comme on est dans une aventure qui démarre, ce dont on a besoin, évidemment, c'est de se faire connaître, c'est de réseaux, c'est de relais. Voilà, et de gens qui nous supportent, qui nous mettent en relation avec des gens qui pourraient être susceptibles d'être des décideurs dans des entreprises, par exemple, etc. Donc, on a évidemment le site, le pacte.org. Mon LinkedIn, Sébastien Lecaux, moi je prends un maximum de connexions également sur le sujet. Le LinkedIn, le Pacte pour l'Impact, l'Insta, le Pacte pour l'Impact aussi. Et puis voilà, relayer nos publications autant que possible. Et puis voilà, comme je disais, nous aider simplement à avoir de plus en plus de contacts. C'est ça aujourd'hui qui nous est le plus précieux. Eh bien, chers auditeurs et auditrices, vous internautes, vous avez entendu le message de Sébastien, des mises en relation. Merci beaucoup Sébastien pour cet échange. Grand plaisir. Cet épisode de Génération Éco est à présent terminé. Merci pour votre écoute et de partager l'épisode sur les réseaux sociaux, par messagerie instantanée ou par email. Merci de laisser un commentaire sur Apple Podcasts, YouTube ou votre plateforme d'écoute favorite. Cela aide beaucoup Génération Éco à grandir. Si vous souhaitez nous soutenir, merci de vous rendre sur le site web générationeco.fr et la rubrique Nous soutenir. Merci pour votre fidélité et de faire découvrir ce podcast au plus grand nombre. À bientôt, à l'écoute de Génération Éco. Ce podcast vous a été proposé par Champ contre Champ.